Bien, bonsoir. Au nom de toute l'équipe qui a travaillé au sein de l'association des Amis de l'Université populaire du 14e, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle des mariages mise gracieusement à notre disposition par la mairie, que nous remercions pour son soutien permanent. Le cycle auquel l'Université populaire du 14e nous invite ce soir porte sur le thème Science, confiance et démocratie, qui, débutant ce soir, se poursuivra le jeudi 29 septembre à la salle du tribunal, à côté dans la mairie annexe, juste à côté, et le jeudi 6 octobre à nouveau dans cette salle des mariages. En effet, après les 2 dernières années d'une pandémie toujours en cours, les Français, et au-delà les citoyens du monde, ont-ils encore confiance dans la science, titrait un article publié en avril 2020. L'interrogation n'est pas nouvelle. Cependant, les récents développements des technosciences, OGM, nucléaire, nanocomposants, etc., et la pandémie en cours semblent avoir accentué ce déficit de confiance. Mais est-ce la confiance dans la science qui est en jeu, ou le déficit de confiance dans le dire du scientifique, pour ne pas dire d'un panel de certains scientifiques? Les dires des scientifiques seraient-ils alors associés aux fake news, aux vérités alternatives, ou, à contrario, à la primauté de l'opinion sur le fait vérifié? Cette défiance résulte-t-elle de ce qui peut sembler une cacophonie mal orchestrée des experts médiatiques, ou de ce qui peut paraître une politisation de la science via les choix politiques internes ou externes à la science? Est-ce qu'ainsi le malaise qui s'est installé vient de la communication en vogue, traduisant une défiance envers des experts qui en sont partie responsables, ou bien est-ce plus profond? On peut pourtant tabler sur le fait que la société et la démocratie ont besoin de la science. Mais comment avoir accès à la science, notamment pour des citoyens dont ce n'est pas la préoccupation principale? Peut-on, et si oui, alors comment, faire comprendre la différence entre une opinion et un résultat scientifique universel, obtenu souvent après des années de travail, et donc le plus souvent reproductible et généralement réfutable, au sens de Popper, en tout cas validé par une large communauté de savants? À quel moment un scientifique engagé dans une recherche, ayant des implications sociétales, devient-il un expert et se trouve-t-il rejeté par certains de nos concitoyens? Sa connaissance scientifique, voire sa neutralité politique, sont-elles mises en doute? L'Université populaire du 14e aborde ce type de questions controversées au travers des 3 conférences débats dont je vous ai parlé, et je cède la parole à notre ami Dominique. Merci. Donc ce soir, nous traiterons des leçons de la Convention citoyenne pour le climat, du point de vue des relations entre experts et citoyens. La science est en effet en première ligne pour décrire les changements climatiques en cours et leurs évolutions. Sa contribution est aussi indispensable pour décrire les moyens de réduire les effets du changement climatique ou de s'adapter à ces effets. Les enjeux des différentes stratégies envisageables sont critiques pour tous aujourd'hui et pour longtemps. C'est en tout cas ce que confirme le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rapport après rapport. La Convention citoyenne pour le climat qui s'est tenue entre l'automne 2019 et le printemps 2020 nous a semblé un bon angle d'observation des relations entre scientifiques ou experts et citoyennes et citoyens. Et ce d'autant plus qu'une partie des objectifs de cette convention a été précisément d'observer finement ces interactions. Madame Amidahan fait partie du groupe de personnes qui ont suivi les travaux de la Convention citoyenne de ce point de vue, et nous sommes donc très heureux qu'elle ait accepté de partager avec nous ces observations. Donc, Madame Dahan, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez commencé par enseigner les mathématiques à l'Université d'Amiens avant de rejoindre le CNRS en histoire et philosophie des sciences. Et vous vous intéressez notamment aux modèles et pratiques de la modélisation dans les sciences du climat. Depuis 2002, vous étudiez les interactions entre sciences et politique dans le problème du changement climatique, et vous êtes l'auteur ou co-auteur d'une douzaine d'ouvrages et de près de 60 articles.
Votre domaine d'expérience est particulièrement large et à la mesure des multiples dimensions du problème posé par le changement climatique. Merci de nous éclairer sur le sujet. Et juste avant que vous commenciez à parler, j'ai une annonce très pragmatique à faire, c'est que Madame Dahan est invitée par l'association à dîner après la conférence, et nous sommes intéressés de savoir qui d'autre est intéressé de se joindre à nous pour qu'on fasse les réservations. Voilà. Non, vous ne voulez pas aller dîner avec Madame Dahan? Ah bon? Donc la proposition, c'est de dîner. L'association invite Madame Dahan au restaurant ce soir, après la conférence. Et la proposition, c'est de se joindre à nous pour dîner avec Madame Dahan. Voilà, donc qui est intéressé? C'est plus clair, là? Donc, Madame. On n'entend pas la question par les plus forts, demandez-vous. J'ai La l'impression question, vous voulez que je vous parle sans micro? Peut-être que vous allez m'entendre. Je crois que monsieur proposait aux assistants de l'Assemblée de se joindre au dîner qui va nous réunir. Enfin, les orateurs et moi-même, voilà, qui suis invité, semble-t-il, à ce dîner. Voilà. Voilà, donc une personne. Donc on sera 3, plus Madame Dahan. Donc apparemment, il ne faut pas parler avec le micro, si je comprends bien. Vous verrez essayer le micro, s'il vous plaît. Vous verrez essayer le... 1, 2, 1, 2. 1, 2. Bon, on ne va pas vous faire l'affront de recommencer le discours. Donc Madame Dahan va commencer la présentation. Merci. Donc le format, c'est 1 heure de présentation de la part de Madame Dahan, puis 1 heure de discussion. J'ai besoin de mes papiers. Tu as besoin du stylo aussi? Oui, j'ai tout besoin de tout. Je crois qu'il faut quand même parler dans le micro. On va voir. J'ai une voix très forte en principe. Oui, tout le monde pense que j'ai une voix forte. Je sais pas, dites-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez ou pas? Bon. Bien. Alors, effectivement, je suis plutôt spécialiste du climat, je dirais, des questions climatiques. D'abord, d'un point de vue scientifique, pendant un certain nombre d'années, puisque je viens des mathématiques. Pardon? Ah, on n'entend pas. Plus près du micro. D'accord. D'accord. Donc, je suis plutôt spécialiste du climat. Enfin, je viens des mathématiques, mais en histoire et épistémologie des sciences pendant pas mal d'années. J'ai étudié l'évolution des modèles et des pratiques de modélisation. Il se fait que j'ai pris comme sujet les modèles du climat. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à beaucoup d'aspects de la question climatique, puisque j'étais dans une équipe de sciences sociales. J'ai animé une équipe de sciences sociales. Donc, où on approchait la question, d'une part, par l'épistémologie des questions scientifiques, c'est-à-dire les questions de consensus autour de la question du climat et de l'effet de serre, à un moment où le climato-scepticisme était malheureusement extrêmement vivace encore. Et ensuite, je me suis intéressée donc au GIEC, le groupe intergouvernemental d'études de l'évolution du climat, et à la gouvernance climatique, au processus international de gouvernance climatique, etc., etc. Beaucoup de questions. Voilà. Et il se fait que j'ai été donc invitée à participer, à assister à la Convention citoyenne pour le climat, dont je vais parler, en tant que une vingtaine de chercheurs ont été invités à assister à cette convention. C'était pas du tout en position d'experts. Hein. Il y avait les experts par ailleurs. Je vous en parlerai. Moi, c'était pas ça. C'était les chercheurs qui étaient eux-mêmes en deux groupes, ceux qui venaient de la question climat
et ceux qui venaient du domaine, je dirais, gouvernance participative, délibérative, questions autour de la démocratie participative et citoyenne, de nouvelles moutures de ces formes de démocratie. Donc c'était un peu deux groupes différents qui avaient des backgrounds différents. Néanmoins, tout ça s'est mélangé. Aujourd'hui, je ne savais pas qu'il fallait que je parle seulement des questions d'experts, et je ne parlerai pas seulement des questions d'experts, parce que je me suis intéressée à tout. On a suivi le projet, comment il s'est déroulé, et c'est ça que ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bien sûr, la question des experts est là-dedans, mais pas seulement. Comment elle s'est organisée, à quels objectifs elle répondait, comment est-ce qu'on peut appréhender les résultats et le déroulement d'abord de cette convention et ses résultats. Enfin, c'est un peu de ça dont je vais parler, hein, et pas simplement comment les experts et les citoyens ont interagi. J'espère que vous en êtes d'accord. Hein, bon, voilà. Donc, voilà la question. Donc, j'espère que je vais parler 1 heure, mais peut-être, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de questions et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez après. Alors, moi, si vous voulez, ici, je suis absolument convaincu de la question climatique. Je suis même engagé depuis 20 ans dans ce problème. Je suis quelqu'un qui me suis battu pendant des années. J'ai écrit des tas d'articles pour essayer à la fois de diffuser et de participer à la diffusion des résultats du GIEC. J'ai été moi-même auteur du GIEC, en tant que, parce que vous savez que le GIEC a des dizaines et des dizaines d'auteurs qui participent à ce rapport qui est publié tous les 5 ans, à peu près 5-6 ans. Il y en a eu là depuis 1990, c'est-à-dire donc 22 ans. On va avoir très très bientôt le résumé pour décideurs du 6e rapport. D'accord ? Bien. Donc, et chaque rapport est fait en 3 volumes un peu distincts. L'un qui est des scientifiques qui font l'état de la science, l'état vraiment de l'alerte climatique. En gros, c'est des modélisateurs. Et le 2e volume est fait par des gens beaucoup plus variés, auxquels j'ai pu participer, qui étaient autour de l'adaptation au changement climatique, donc le changement climatique face à des sociétés concrètes du Nord ou du Sud, géographiquement diverses, etc. Et comment, on peut les impacts du changement climatique et l'adaptation. Et le 3e rapport, c'est en général les politiques d'atténuation du changement climatique, où interviennent beaucoup d'économistes, mais aussi des gens de sciences sociales. D'accord ? Bon. Donc, voilà, tout ça, j'ai fait. Mais en ce qui concerne, et donc là, je suis pas tout à fait, je dirais, dans la cible de votre série de 3 séances sur la question des fake news, etc. C'est pas exactement mon problème ici, hein. Pour moi, d'une part, le changement climatique, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est absolument clair que c'est quelque chose qui est maintenant absolument établi, qu'on voit de plus en plus, et qui d'ailleurs, du point de vue de la contestation du climato-scepticisme, est en recul quand même très fort. Malheureusement, les étés que nous avons, les événements extrêmes, etc., font qu'il y a beaucoup moins de climato-scepticisme affiché. Par contre, ce qu'il y a toujours, et ça a été un de mes sujets très importants, en particulier, j'ai écrit avec un de mes anciens thésards qui est devenu professeur à l'université de Hambourg, plus jeune que moi évidemment, beaucoup plus jeune, un ouvrage qui s'appelle « Gouverner le climat, point d'interrogation » aux presses de Sciences Po,
où j'essaye, mais c'est un peu une bible, hein, ça fait 700 pages, il y a juste après l'accord de Paris, d'expliciter comment s'est construit ce problème, comment les scientifiques se sont l'ont traité, l'ont abordé, comment les politiques l'ont abordé, les questions de l'énergie, les questions de la gouvernance, etc., etc. Et un des points majeurs, évidemment, de cet ouvrage, et je dis ça parce qu'on va rencontrer ce problème, c'est la question de ce que nous avons appelé le schisme de réalité dans la gouvernance. C'est-à-dire cette idée que, oui, les choses avancent, on prend les choses en main, ça marche, on va y arriver, etc. Et puis, de fait, le monde tel qu'il se développe, tel qu'il va, c'est-à-dire avec une explosion du commerce, de la consommation, de la production, de la démographie, de ceci et de cela. Je vous fais pas de dessin, vous savez ça aussi bien que moi maintenant, et de fait que les émissions ne baissent pas. Accord ou pas accord, de Paris ou pas de Paris, ça ne marche pas pour le moment, d'accord? Donc, voilà, ça a été un très grand travail que j'ai fait. J'ai assisté à toutes les COP, ce qu'on appelle les COP, c'est-à-dire les conférences des partis sous l'auspice des Nations Unies, qui ont lieu chaque année, vous savez, vers le mois de fin novembre, début décembre. Et voilà, donc j'ai emmené mes étudiants, j'ai fait des rapports depuis 2004. J'ai fait ça. J'ai commencé à faire ça depuis 2004 avec mon équipe du CNRS et de chercheurs, etc. On a étudié beaucoup d'aspects de ce problème. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est pas exactement ça mon sujet. Non, mais je vous dis ça pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous voulez après. Hein. Voilà. Mais là, maintenant, revenons à ce projet de la convention. Et nous avons, avant d'entrer dans le truc, et nous avons, en particulier dans cet ouvrage, donc paru en 2015, insisté sur quoi? Sur le fait que justement, cette gouvernance onusienne globale du climat, qui se voulait globale, et qui a abouti à l'accord de Paris, dont on a pensé que c'était un succès universel, enfin, tous 192 pays s'y étaient ralliés, etc., eh bien, cette gouvernance-là butait sur un certain nombre d'intérêts nationaux antagonistes, voilà, qui s'opposaient, qui faisaient que on n'était pas tous sur le même bateau pour sauver la planète, contrairement au discours très bienveillant, très volontariste de l'ONU, par exemple, de la gouvernance onusienne. On est tous sur le même bateau, on va s'unir, ça va marcher, etc. Et là, on voit que ça marche pas. Et donc, nous avions appelé à plusieurs reprises, fait des analyses pour ce que nous appelions la reterritorialisation du problème. C'est-à-dire qu'il faut des politiques climatiques nationales à l'échelle des pays, à l'échelle des régions, à l'échelle locale, éventuellement à l'échelle régionale, un peu plus grande, peut-être de l'Europe, etc. À l'échelle mondiale, on peut l'espérer, mais comme ça n'arrive pas, il faut commencer plus bas. D'accord? Voilà. Donc, quand la Convention citoyenne du climat a été décidée, et je reviendrai sur les conditions de sa décision, par le gouvernement français et le président de la République, Emmanuel Macron, évidemment que moi et des collègues avec moi, nous nous sommes absolument réjouis, parce qu'il s'agissait vous savez bien que, je rappelle, dans quel contexte social et politique cette convention a été décidée. Elle a été décidée après le mouvement des Gilets jaunes en 2019, et après ce mouvement des Gilets jaunes et cette révolte des Gilets jaunes qui a été consécutive à une décision de taxe carbone, hein, vous vous rappelez, taxe carbone, qui fait partie d'un incontournable des politiques climatiques internationales, c'est-à-dire toutes les conventions, toutes les COP, les fameuses COP, et les économistes du GIEC ont toujours dit on ne pourra jamais s'en sortir s'il n'y a pas de taxe carbone.
si le prix du carbone est libre, et il faut que les citoyens, les populations comprennent quand elles consomment, quand elles utilisent, qu'elles font appel au carbone pour différents usages, voilà, que ça pénalise le climat, et donc il faut faire payer ça, il faut qu'il y ait un lien. Et donc cette idée de taxe carbone, c'est un leitmotiv de la gouvernance internationale depuis 20 ans. Et ça ne marchait pas. Parce que ça ne marchait pas, pourquoi? Parce que les pays en développement pauvre ou émergents, comme la Chine, l'Inde, etc., elles ne voulaient pas, ils ont toujours refusé de payer qu'il y ait une taxe carbone unique, c'est-à-dire un prix de carbone unique dans le monde. Il n'était pas question. Ils disaient, vous, les pays développés, vous êtes développés, etc. Nous, on a besoin de se développer, le développement est devant nous, et donc il n'est pas question d'avoir une taxe carbone unique, d'accord? Donc ça a toujours été un truc qui a complètement freiné cette négociation, d'autant que les économistes mettaient ce problème comme un problème incontournable, majeur, etc. Y compris jusqu'à notre prix Nobel français de l'économie, Jean Tirole, qui disait « jamais ça ne marchera s'il n'y a pas de taxe carbone ». D'accord? Donc, en 2019, le président de la République française a décidé... Bon, mais dans les COP, ça ne marchait pas, la taxe carbone unique ou le prix du carbone unique, non. Il y a eu une sorte de grammaire du marché de carbone assez complexe. Je ne rentre pas dans le détail, bien sûr, nous l'avons décortiqué dans plusieurs articles et dans le livre qu'on a écrit, qui s'appelait « Les permis d'émission », avec des échanges de permis d'émission, des achats, des compensations entre les pays, etc. Très compliqué, une sorte d'usine à gaz épouvantable, économique, qui finalement n'a pas abouti non plus à une baisse des émissions, mais qui était à la limite, mieux acceptée par les pays en développement. Parce que finalement, c'était l'idée que les pays développés, quand ils ne pouvaient pas réduire leurs émissions, parce qu'ils étaient à des points d'organisation sociale, urbaine, de transport, de tout ça, qui fait qu'ils ne changeaient rien, donc ils ne baissaient pas leurs émissions, eh bien, ils étaient d'accord pour investir dans les pays en développement plus pauvres, moins développés, et s'ils investissaient de façon à ce que le résultat de leur investissement fasse réduire les émissions, alors ils faisaient quelque chose de bénéfique pour le climat, d'accord? Donc en fait, il y avait un marché là-dedans. Donc ça veut dire que c'est comme si les pays développés baissaient eux-mêmes. Ils investissaient, ils faisaient des investissements, des infrastructures dans les pays en développement pauvre ou émergents. Évidemment, c'est plus du tout un paysage uniforme. Il va se fragmenter à partir du début du XXe siècle, du XXIe siècle, entre les émergents, les grands émergents, et puis les très pauvres. Et ça, cette fracture, elle ne fait que s'accentuer, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc c'était ça l'idée. Donc il y a eu des permis d'émission, une grammaire très compliquée. Je rentre pas dans le détail aujourd'hui. Voilà, ça ne marche plus d'ailleurs, ça ne marche plus du tout. On l'a plus ou moins abandonné après l'accord de Paris, mais elle a fonctionné, elle a essayé de fonctionner entre le protocole de Kyoto signé en 97 et les accords de Paris signés en 2015. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire l'importance, le poids qu'a cette question du prix du carbone pour résoudre le problème. Selon quoi? Les économistes du monde entier. Voilà. Et aussi les économistes du GIEC. Tout le monde. Tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut faire payer le carbone, et on ne sait pas comment, parce qu'on ne sait pas faire accepter par tous les pays la façon de le faire payer. Voilà. Donc, comme je reviens à mon truc, il faut que j'avance, on décide de faire cette convention en France. Je dois dire
je le dis tout de suite, que je reviens il y a 10 jours d'une conférence qui a eu lieu à Oxford pendant 3 jours et qui consistait à faire le bilan, la confrontation de plusieurs conférences citoyennes du climat qui avaient eu lieu dans plusieurs pays d'Europe. Ça s'appelle, le nom générique, c'était Citizen Assembly, Climate Citizen Assembly. Assemblée. Hein, pas convention, mais assemblée. Et il y en a eu en Irlande, en Écosse, en Angleterre, en Hollande, des petites en Allemagne et au Danemark. Et il y avait des chercheurs de tous ces pays qui discutaient, et bien sûr des Français, de la Convention citoyenne climat, qui discutaient de leurs différentes expériences, etc. Bon, voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas, on n'est pas totalement unique là-dedans. Mais, je le dis, et puis on va le voir maintenant, la Convention citoyenne française a été l'expérience la plus forte. C'est incontestable. Et c'est pas du tout quelque chose que je dis parce que j'aime le gouvernement Macron ou que j'aime qui que ce soit. C'est quelque chose qui avait un mandat énorme. Hein. Vous savez quel était le mandat de la Convention? C'était faire baisser les émissions de la France d'ici 2030 de 40% par rapport à 1990. Donc c'est un mandat extrêmement large, puisqu'il ne dit pas dans quel secteur, c'est partout, comme ça, globalement, élaborer des politiques qui peuvent concerner tous les secteurs de la vie économique en France pour arriver à ce résultat. Voilà, donc ça, déjà, le mandat est particulièrement large. D'autre part, il a été donné, et cette assemblée a été convoquée par le gouvernement français et le président de la République. C'est quand même quelque chose qui est énorme. Alors qu'en Angleterre, en Écosse, en Irlande, etc., c'est très variable. Quelquefois, ça peut être un groupe de partis politiques du Parlement, quelques petits groupes qui convoquent une assemblée. Dans d'autres endroits, ça a été quelque chose de régional qui demandait. Enfin, aucun n'a eu le pouvoir central du pays qui s'est adressé pour créer la Convention. C'était toujours beaucoup plus petit. D'autre part, les citoyens étaient moins nombreux. Quelquefois, en Angleterre, ça a été 50. Ailleurs, ça a été 80. Dans d'autres endroits, ça a été 40. Vous voyez, ici, ça a été, et je vais en parler, 150 citoyens. C'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. C'est très lourd à organiser. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et troisième truc, troisième élément un peu qui distingue la Convention française des autres, c'est le fait qu'elle a fonctionné très longtemps. En principe, son mandat était de 5 week-ends. Ils avaient 5 week-ends pour aboutir à leur rapport, à leurs résultats. Mais étant donné que c'est tombé avec, d'une part, il y a eu un premier retard avec la grève des transports, vous savez, de la fin de l'automne 2019, cette énorme grève des transports qui a un peu paralysé la France. Donc il y a eu un week-end qui a dû être retardé parce que les gens viennent de toute la France et ils ne pouvaient pas venir, etc. Et après il y a eu le Covid. Et donc ça a été encore retardé. Donc finalement ça a duré 7 week-ends. Et je vais reprendre le calendrier, mais ça a duré 7 week-ends. Donc c'est énorme. C'est très lent, c'est très lourd, etc. Puis d'autre part, le budget de cette convention a été énorme par rapport aux autres cas et exemples que je vous ai mentionnés. Et le budget, c'est pas tellement on paye pas les citoyens, ils avaient un défraiement quand ils venaient d'ailleurs, parce qu'ils venaient pour un jour, 2 jours, ils quittaient leur travail, enfin, etc.
Mais bon, ce défraiement, il était normal, et je crois que les défraiements, il y en a partout. Mais si vous voulez, il y a eu quand même, d'abord c'était plus lourd, d'autre part, des experts sont venus, on a payé des juristes pour assister, enfin, il y a eu plein, une quantité de gens qui ont été mobilisés autour de cette convention, j'en parlais, qui fait que le budget est vraiment bien supérieur à celui d'autres pays. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est pas rien ce qui s'est passé en France. Voilà. Ensuite, on parlera des résultats vraiment et de comment ça s'est déroulé, etc. Mais ça se distingue complètement de tout ce qui s'est passé avant ou plus ou moins en même temps. Parce que, par exemple, la convention anglaise, elle a commencé à peu près à moitié, enfin au moment où la convention française était à peu près à la moitié de son parcours, mais elle a duré 3 week-ends. Et il y avait 50... Et il y a eu le Covid aussi qui a un petit peu perturbé, mais grosso modo, ça n'a pas du tout eu le même impact dans la société britannique. Bien. Donc, voilà. Donc ça, c'est au sortir du grand débat. Donc, effectivement, le 25 avril 2019. Alors, il y a eu des négociations avec le CESE, c'est-à-dire Voilà. Non, mais je cherchais le mot C. C, c'est comité, c'est centre. Conseil, voilà, exactement. Oui, excusez-moi. Voilà, exactement. J'avais perdu le mot conseil. Le conseil économique, social et environnemental, donc au Palais d'Iéna. Et d'ailleurs, c'est là que se sont tenues les séances de la Convention citoyenne climat. Il y a eu des négociations avec le CESE pour la composition du comité de gouvernance. Je vous avais indiqué, je ne sais pas si des gens ont eu le temps, ou peut-être que vous le ferez plus tard, le livre que je trouve intéressant, très intéressant, de Thierry Pêche dans la collection du Seuil, La République des idées, sur le Parlement, qui s'intitule Le Parlement des citoyens, et en sous-titre la Convention citoyenne pour le climat. Mais Thierry Pêche a été le coprésident avec Laurence Tubiana de cette convention. Et donc, ce livre, il est intéressant parce que c'est quand même quelqu'un qui est au cœur du truc, je dirais de la turbine, et il décrit, il raconte plein de choses. Maintenant, on n'est pas forcément d'accord sur tous les éléments, ces éléments d'analyse et de controverse, sur lesquels certains je vais revenir, mais quand même, il est aux premières loges et il fait une analyse extrêmement précise, extrêmement documentée de comment ça s'est passé, un certain nombre de choix, etc. Donc si des gens, après mon exposé, ont envie de voir, vraiment, c'est un livre qui coûte 11 € et je vous le conseille. Bien. Donc, à l'époque, comme je dis, l'objectif pour le gouvernement, c'est de faire repasser la taxe carbone, parce que il est très mortifié de la façon dont les Gilets jaunes ont balancé la taxe carbone, se sont révoltés contre cette taxe carbone. De la même façon, d'ailleurs, je vous le rappelle, que au moment du gouvernement Hollande, vous savez qu'il y avait eu aussi quelque chose qui concernait les camionneurs et en particulier, on avait fait installer les camionneurs en particulier étrangers qui traversaient les routes de la France, devaient payer une taxe. Et on avait construit des portiques, etc. Et les camionneurs se sont révoltés, ont cassé des portiques, ont fait des opérations violentes, etc. Et le gouvernement a reculé. Il a abandonné et cette chose n'est jamais advenue. Alors qu'à mon avis, c'est vraiment une mesure absolument, à mon avis, tout à fait pertinente. Mais bon, voilà où est-ce qu'on en était. Et enfin, les citoyens de la Convention citoyenne climat, dès qu'on les a, je reviendrai sur comment on les a ramenés, etc., mais dès la première séance, vous savez que le président Macron est venu, et ensuite aussi le Premier ministre Édouard Philippe, et ensuite ils ont eu Hulot, enfin ils ont eu tous les
des personnalités très importantes du gouvernement, mais dès qu'on leur a parlé de la convention, de la taxe carbone, ils ont dit non, il n'en est pas question, vous avez échoué là-dessus, vous êtes fait renvoyer là-dessus, nous, on va pas faire votre boulot. Donc, ils ont tout de suite écarté la question de la taxe carbone. Donc, dans le mandat, au départ, il y avait peut-être la taxe carbone, c'était pas explicite si elle y était ou si elle n'y était pas, mais elle a été écartée immédiatement. D'autre part, il n'y avait pas la question de l'énergie, c'est-à-dire renouvelable, nucléaire, machin, le bouquet énergétique français idéal, quel est-il? Qui est une des questions majeures de la transition énergétique en France, évidemment. Mais ça, non. Parce que le gouvernement, sans doute, ne voulait pas s'en remettre aux citoyens pour cette décision, qui, faut bien le dire, est très complexe. Parce qu'il faut beaucoup d'expertise. Et d'autre part, le fameux rapport qu'a fait RTE, ceux qui ont fait les différents scénarios pour le bouquet énergétique français, c'est sorti juste après la Convention. Et bon, aux élections présidentielles, finalement, le débat sur la transition énergétique, il s'est réduit à nucléaire ou pas nucléaire. Je souligne, si vous voulez, cette contradiction incroyable qui consistait à donner un mandat très large, très important aux citoyens de la Convention citoyenne climat pour réduire les émissions de 40% d'ici 2030, et par ailleurs, au moment où il y a les élections, que ce soit d'ailleurs présidentielles, mais après législatives, mais tout ce qu'on voudra, voilà, ça s'est réduit à pour le nucléaire. Jamais on a discuté d'autres mesures de la transition énergétique. Donc ça, c'est déjà une contradiction énorme, selon moi. Bien. Alors, donc la lettre de mission du Premier ministre, elle est de juillet 2019. Ah oui, j'ai oublié d'insister, là, c'est toujours important de voir les slides que j'ai écrits, parce que voilà, c'est définir les mesures structurantes pour parvenir dans un esprit de justice sociale. Évidemment, ça fait référence à la question des gilets jaunes, qui avaient trouvé que c'était injuste, que c'était les pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens, qui vont payer cette taxe carbone, alors que eux, ils ont besoin de leur voiture pour travailler, se déplacer, etc., dans les régions, pour aller, quand ils habitent loin, etc., qui sont isolés. Et donc, il n'y a pas de justice à ce que cette taxe, elle soit pour tout le monde pareil. Donc, à réduire les émissions d'au moins 40%. Donc, cet esprit cette idée de la justice sociale qui était inscrite dans le mandat, parce que là, c'est entre guillemets, hein, ça a été majeur, y compris pour les citoyens, parce que ils ont toujours, j'ai assisté à toutes, je vous montrerai, à plusieurs groupes de travail, j'ai assisté à tout, et donc j'allais d'un groupe de travail à l'autre et tout. Cette idée de justice sociale a été extrêmement présente dans les réflexions et les débats des citoyens. D'abord, soit ils se référaient au mandat, soit d'eux-mêmes, ils en parlaient vraiment, parce que ils étaient à différents, je dirais, points de la société, échelons, voilà, et qu'ils étaient extrêmement sensibles à ce problème. Donc, alors après, il y a un point qui est abordé ici, qui est toujours dans le mandat, et qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui a été très polémique, etc. Donc je veux en dire un certain nombre de choses, vous pourrez m'interroger ou en discuter entre vous après. C'est le président s'engage à passer ses propositions sans filtre, par voie référendaire, parlementaire ou par application réglementaire directe. D'où, si vous voulez, c'est vrai, un flou juridique énorme qui a pesé sur tout le monde, sur les citoyens, sur ceux qui étaient ce qu'on appelle les garants du processus, parce qu'il y avait des garants du processus, je vais y revenir, et il y avait aussi des juristes qui devaient être surveillés, si vous voulez, la faisabilité légistique des mesures, c'est-à-dire comment ces mesures pouvaient être transcrites en loi. Bien sûr, les citoyens eux-mêmes n'écrivent pas la loi, mais c'est ça un peu le flou et l'ambiguïté de toute cette affaire. C'est-à-dire que le mandat
et ça, bon, Thierry Pech l'analyse, c'est-à-dire que d'une certaine façon, et plusieurs dans le groupe des chercheurs, ceux qui étaient les spécialistes du fonctionnement de la démocratie et de ses rapports à la délibération, au participatif et au législatif, etc., ont tout de suite soulevé et écrit ensuite des papiers de recherche sur cette ambiguïté qui a été d'une certaine façon voulue et portée par la présidence de la République et par le gouvernement. Parce que quand le président Macron a dit ça, mais ça a été répété aussi par Édouard Philippe, on va vous passer ce que vous... Si vous êtes... Il disait quand même, pour se garder un petit peu, si c'est bien rédigé, si c'est bien fait, nous passerons sans filtre. Mais nous passerons sans filtre où? C'est pas clair. Est-ce que c'est au Parlement, comme loi? Mais à ce moment-là, les citoyens, c'est pas facile pour eux de faire de la loi, d'écrire de la loi. C'est des gens qui n'ont pas, sont pas des juristes, c'est très compliqué d'écrire des lois. Voilà, les parlementaires, les ministères qui écrivent des propositions de loi, ils mettent des mois et des très longs temps à finalement finaliser une loi. Et là, il fallait qu'en 5 week-ends, on ait des propositions qui soient des lois. Ça, c'était pas possible. Donc là, déjà, c'était pas crédible. Mais évidemment, il a dit ça, je pense, comment dire, sans doute pour leur dire, on va prendre au sérieux vos propositions, ce que vous allez faire, ça va passer, on va le prendre. Et du point de vue des citoyens, ils se sont accrochés à cette formule un peu dite de façon, pas, à mon avis, pas très sérieuse, pas très pensée, pas très pesée, pour dire, bah, dès qu'on va s'écarter un tout petit peu de ce qu'on nous avons écrit, eh bien, on nous trahit et ça va pas. Là, j'anticipe un peu, hein, parce que c'est ce qui va être un peu à la fin du processus. Mais si vous voulez, ça fera le lit de la déception ultérieure, et puis aussi de la façon dont la presse et les médias ont pu donner un écho à cette affaire. Qui, là aussi, de ce point de vue-là, Thierry Pech donne une analyse beaucoup plus pondérée, beaucoup plus attentive, parce que, voilà, il y avait des choses, c'est impossible que dans aucune convention citoyenne de quelques pays, et pas simplement celle sur le climat des 2-3 dernières années. Mais il y a eu, vous savez, des choses qui ont eu lieu dans d'autres pays, sur d'autres questions de santé, d'organisation locale. Jamais, ça ne se passe comme ça. Jamais les citoyens n'écrivent la loi. C'est pas possible. Donc là, il y avait un truc. Alors, voilà, et ça soulève ce point que j'ai mis en troisième, c'est-à-dire la question de la souveraineté de la Convention. Est-ce qu'elle peut être souveraine? Ben non, elle avait un comité de gouvernance, de toute façon, qui avait été nommé par le gouvernement, enfin, négocié avec le gouvernement, mais ensuite nommé par le gouvernement. Et dans ce comité de gouvernance, donc il y a eu une discussion assez tendue, déjà, pour savoir sa composition. Donc il y avait pas mal de gens, donc le chiffre je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est 11 ou 12, qui venaient du CESE, donc du Conseil économique, social et environnemental, avec différentes compétences, des économistes, des gens de grandes entreprises, des syndicalistes, voilà, 3-4 de chaque, des gens qui s'occupent d'environnement. Il y avait des scientifiques, par exemple Jean Jouzel, dont vous avez entendu parler bien sûr, qui est un climatologue important, qui a été membre du GIEC, vice-président du GIEC, etc. Il y avait des politistes, des chercheurs politistes qui s'occupent des questions justement de participation citoyenne, de délibération et de participation, etc. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Fourniau, son prénom m'échappe, je crois que c'est Jean-Yves Fourniau, ou bien Loïc Blondel, qui sont des politistes
Loïc Blondiot est prof à la Sorbonne, et il a écrit plusieurs livres sur cette question, enfin, très importants d'ailleurs, qui sont cités, etc. Et il y avait aussi, dans le comité de gouvernance, 2 personnes d'un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens. Ces Gilets citoyens, c'était qui? C'était des gens d'une ONG qui participent, très activistes pour le climat, qui avaient tenté, au moment de la révolte des Gilets jaunes, d'établir un dialogue avec ces Gilets jaunes pour essayer de comprendre et de leur expliquer, enfin d'établir des communications, pour leur expliquer que bon, il fallait agir pour le climat, c'était très important, alors que c'est pas évident que la façon dont les Gilets jaunes ont rejeté la chose et se sont révoltés, comprenaient l'enjeu climatique dans son importance, et en même temps trouver qu'il fallait faire très attention aux questions de transition juste, c'est-à-dire aux questions sociales, dans la mise en œuvre ou dans la recherche de mesures climatiques, de politiques climatiques. Il fallait que les classes sociales défavorisées puissent être traitées avec une justice sociale et n'aient pas à payer cette transition, eux, alors qu'ils n'étaient pas, évidemment, d'une part, ils n'en avaient pas les moyens, et d'autre part, c'était pas eux qui polluaient le plus, enfin, qui étaient les grands émetteurs au niveau de notre nation, enfin, au niveau de la France. Bon, alors, ces Gilets citoyens, ça a donné 2 personnes qui ont siégé, enfin, importantes, qui ont siégé au comité de gouvernance aussi. Et d'ailleurs, qui ont été, le nom est assez connu, Cyril Dion, qui est un cinéaste, etc., qui était dans les Gilets citoyens. Alors lui, il n'a pas été dans le comité de gouvernance, mais il faisait partie des garants de la Convention. C'est-à-dire des gens qui suivent la Convention et qui sont garants de de son bon déroulement, du respect des citoyens, etc., etc. Voilà. Et du fait que le mandat est respecté. Bon. Alors, je voudrais dire une petite chose sur la question du tirage au sort et cette idée de France en miniature qui a été extrêmement importante dans l'esprit de la Convention et ensuite dans la façon dont on en a parlé. Ces 150 citoyens, comment ont-ils été tirés au sort? Parce qu'on a dit, c'était des activistes du climat, ils étaient déjà d'accord, etc. Bon, ça, je peux témoigner que c'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Il y a eu entre début juillet et début septembre de l'été 2019, donc des tirages au sort de numéros de téléphone, mais de plusieurs milliers de numéros de téléphone. Et donc ces gens qui étaient sortis dans les numéros de téléphone sortaient dans les tirages au sort, suivant des méthodes que les organismes habitués au sondage et aux sondages électoraux, etc., connaissent, contactés. Alors, quand il les contactait, il fallait qu'ils sachent qui ils étaient. Quelquefois, c'était même anonyme, pas leur nom, mais où est-ce qu'ils habitaient, quelle était leur profession, quel était leur âge, quel était leur background éducatif, leur niveau d'études, de diplôme, etc. Donc, tous ces critères sont devenus extrêmement importants, et donc, on a voulu véritablement, et ça c'est important, ça s'est appelé, comment il a appelé ça, une sorte de France de tirage au sort, le mot m'échappe, qui est utilisé par comment il appelle ça, c'est pas cosmopolitique parce que c'est microcosmique. Voilà, c'est une représentativité microcosmique. C'est-à-dire, arriver de 55 millions d'habitants, 60 millions d'habitants que nous sommes, à 150, comment l'idée
de cette représentativité microcosmique, c'était quoi? C'est qu'il y ait, bon, évidemment, autant d'hommes que de femmes, ça c'est sûr, ça c'est évident, mais aussi les classes d'âge, autant, si vous voulez, de gens qui sont dans la catégorie, par exemple, 16-30 ans, puis de gens qui sont dans la catégorie 30-50 ans, plus de gens jusqu'à 60 ans et au-dessus, etc. Et ensuite, il fallait croiser ça avec l'origine rurale, urbaine, petite ville, grande banlieue, etc. C'est très compliqué. Donc, il y a eu des milliers et des milliers de gens qui ont été tirés puis rejetés. Puis, si vous voulez, qu'on ne retenait pas parce qu'on avait trop, je dirais, de femmes de plus de 50 ans dans les régions rurales. Si on en ressort une, ben, on ne la veut plus, etc. Hein, donc, ça, c'est ça. Et donc, c'est pas du tout que on leur demandait pas s'ils pensaient quoi de la question climat. Simplement, il fallait qu'ils acceptent. Alors, accepter, c'était un tout petit biais quand même. Si vous êtes foncièrement climato-sceptique, eh ben vous allez pas venir. Ça vous intéresse pas, tout ça, vous trouvez que c'est n'importe quoi, etc. Vous allez avoir une réaction de violente opposition. Bon, mais finalement, et c'est là que je dis qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, le climato-scepticisme violent est finalement en régression forte. Il y a eu très peu de gens qui ont refusé. Au contraire, les gens, quand ils étaient finalement retenus, parce que au premier coup de fil, ils n'étaient pas retenus forcément. On disait, on va voir. Ah, vous êtes là, bon, ben on va revoir. Vous êtes dans ceux qui ont été tirés au sort une première fois. Et puis après, on retrie, etc., etc. Bon, voilà. Donc, cette idée, donc, une certaine idée de représentation sociologique de la France, avec voilà, un gage de légitimité pour les organisateurs. 150, là aussi, ça leur a paru, plus c'était lourd à organiser, parce qu'il faut, voilà, après je vous parlerai des débats et tout ça, c'est pas évident, hein. Et moins, ça leur paraissait pas assez. Donc ils ont pris ce chiffre qui est assez important, ils ont tiré en fait un peu plus, 180 ou 185, parce qu'ils savaient que des gens abandonneraient au cours du truc, ou qu'ils auraient des problèmes, ou etc., que finalement ils seraient... Voilà, ils voulaient pas se retrouver ayant commencé et avec moins. Dans les autres pays, comme je vous l'ai dit, c'est nettement moins. Hein. Bon, l'organisation, donc voilà, j'en ai parlé déjà pas mal. Le comité de gouvernance, voilà, je crois que j'ai tout dit déjà. Les garants, 3 personnes, dont nommés par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, et puis un des gilets citoyens, donc Cyril Dion. Un groupe d'appui. Le groupe d'appui, c'est quoi? C'est justement des experts. Mais il y a eu beaucoup plus d'experts que ceux-là. Mais ceux-là, ils étaient là tout le temps. Ça veut dire qu'ils ont été mobilisés tout le temps, rémunérés d'une certaine façon pour être là, parce que c'est des gens qui ont des travaux, des postes, des travaux, etc., qui prenaient sur leur temps pour être là tout le temps. Et qui étaient aussi, d'une certaine façon, à la demande, enfin, à la disposition des citoyens. C'est-à-dire que chaque fois qu'une mesure ou une idée arrivait dans un groupe de travail, il y avait un groupe qui était pas forcément dans la salle, mais qui pouvait être sollicité pour savoir répondre à la question. Mais finalement, cette idée-là qui sort dans telle salle, quelle est son importance? Combien elle pèserait? Qu'est-ce que ça coûterait? Pour dégrossir très rapidement le problème, si vous voulez. Donc ça, c'était des gens qui vraiment très compétents, je dois dire. Certains, je les connais, enfin, certains étaient au CNRS, d'autres étaient dans des groupes, des économistes, dans des universités, à Dauphine, etc. Et ils ont travaillé comme des fous pendant ces membres du groupe d'appui. Et d'autre part, il y a eu en plus, mais ça, ce n'est pas les experts qu'on a entendus en plus, hein, que les citoyens demandaient. Après, il y a eu ça. Des animateurs, ça c'est très important. Le comité légistique, oui, ça c'était des juristes, principalement 2 et 4 qui les aidaient.
qui ont été surtout mobilisés dans la deuxième partie du fonctionnement de la Convention, quand on s'est mis à rédiger les propositions, quand les citoyens se sont mis à rédiger les propositions et comment on les rédige, etc. Et ces membres du groupe légistique, qui sont tous des juristes de très haut niveau, et membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, des trucs comme ça, eh bien, devaient les aider à prendre la mesure des questions. Et les animateurs, qui ont joué un rôle absolument majeur, les animateurs, parce que c'était des gens de ces trois organismes spécialisés qui ont fait beaucoup de conventions citoyennes sur le climat, mais sur des tas de sujets depuis 10 ou 15 ans. En particulier, Mission Publique est très très connue. Maintenant, par exemple, ils sont investis dans des panels citoyens européens qui ne sont pas nationaux, qui sont donc de toute l'Europe. Il y a un panel citoyen qui a été constitué sur la question climatique d'ailleurs en mai dernier en Europe et qui n'a pas fini ses travaux, qui comprend 200 citoyens, c'est énorme, et qui fonctionne en 27 langues, 24 langues en fait, c'est-à-dire que c'est pas, chacun parle dans sa langue, vous imaginez la lourdeur du truc, etc., avec des interprètes dans tous les sens, ça prend un temps fou, etc. Mais ça a été une décision, mais c'est Mission Publique qui anime ce panel. Enfin, ils sont extrêmement compétents. Je veux dire que moi, j'ai été absolument scotché par leur savoir-faire. Bon, alors maintenant, on va regarder pourquoi il faut un savoir-faire et pourquoi c'est difficile. Alors, comment c'est simplement, oui, je passe à ça et je reviendrai après. Non, excusez-moi. Voilà. Donc, comment s'est passé ça, c'est le calendrier de la Convention citoyenne. Hein. Donc, oui, j'avance. J'en suis à combien, là? Vous en êtes à 1 heure. 1 heure? Oh là là, c'est terrible. Pardon? Encore un quart d'heure, je pense que c'est ouais, voilà. J'ai 52 minutes, là. D'accord. Encore un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Bon. Donc, si vous voulez, la première session, ça a été la session, finalement, où on va former les citoyens. Parce que, moi, je les ai vus, donc on était là tout le temps. C'est quoi l'effet de serre? C'est quoi ce truc-là? Pour certains d'entre eux, ils en étaient là. Ils ne savaient même pas ce que c'était que l'effet de serre. Hein. Donc, il y a eu des scientifiques qui ont parlé. Pratiquement, enfin, en plus du président de la République et de, voilà, certaines choses comme ça, très, très formelles. Mais finalement, le moment absolument majeur, ça a été les scientifiques, dont Valérie Masson-Delmotte. Valérie Masson-Delmotte, vous avez entendu parler d'elle sans doute, c'est la climatologue française qui est vice-présidente du GIEC aujourd'hui et qui fait partie du... Pardon? D'accord. Bon, alors vous voyez, elle est évidemment très compétente, elle a beaucoup de talent de vulgarisation, de se mettre au niveau des gens, etc. Et elle a parlé, voilà, la séance a duré 2-3 heures. Et là, c'était un coup de massue pour les gens, un coup de massue. Parce que non seulement elle a expliqué un certain nombre de choses, mais les perspectives, les timings, le temps qui reste pour le seuil de 1,5 degré qui est presque inatteignable, le seuil de 2 degrés, etc. Et encore, voilà, il y avait eu, bien sûr, il y a toujours, chaque été, malheureusement maintenant, il y a des dégâts climatiques, mais ça s'accélère de plus en plus, hein, vous le savez. Donc, bon, elle a fait un exposé comme ça, et je dois dire que ils ont dit d'ailleurs, parce que, en fait, vous savez, justement, les animateurs, ils avaient des techniques. Par exemple, en fin de journée, ils mettaient des tableaux avec des petits scotch, là, enfin des post-it, oui. Et voilà, les citoyens devaient dire s'ils étaient contents, pas contents, qu'est-ce qu'ils retenaient, enfin, c'était suivant les couleurs, machin. Et là, ils ont dit, mais massivement, on prend un coup sur la tête. C'est terrible, on prend un coup sur la tête, alors que
au début, et c'est très bien résumé dans un texte, un article qui est formidable, j'ai pas le temps de vous le lire malheureusement, je voulais vous en lire une petite partie, de quelqu'un qui s'appelle Léo Cohen, qui était un des membres des ministères qui est venu, etc., de façon... Et ensuite, il a écrit un article qui est vraiment formidable sur la Convention citoyenne, où il dit, au début, il décrit les citoyens au début, comment ils arrivent, ils ont l'impression que ça va être un show, ils aiment pas, pourquoi ils sont venus très loin, ça leur a pris beaucoup de temps, ils sont un peu apeurés, ils connaissent pas Paris, ils ont peur de se perdre pour aller jusqu'à l'hôtel, ils savent pas, etc. Bon, il y a un côté un petit peu, voilà, désabusé, un peu, voilà. Et il dit, en une session, entre la veille au soir, parce que la veille au soir, un certain nombre de gens les ont accueillis, etc. Ils ont dormi là, et le matin, ils étaient là pour commencer. Et le soir, le lendemain du deuxième jour, quoi, le dimanche soir, après 2 jours, mais ils ont complètement changé. C'est-à-dire que leur truc, c'est devenu, mais on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que nous, c'est tellement énorme ce qu'on nous demande, le problème est tellement gigantesque que est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce qu'on peut dire quelque chose, nous, etc. Donc, ça a été plutôt une attitude, au départ, de modestie et d'effarement devant l'ampleur des enjeux sur lesquels on leur demandait d'agir. Enfin, d'agir ou de se prononcer. Bon, ça, c'est ça. Ensuite, là, vous avez, si vous voulez, comment ça s'est passé. Je ne vois pas très bien d'ailleurs. Oui, j'arrive à peine à lire un truc. Bon, la session 2 où on a exploré les thématiques, etc. Et puis, il y a un truc qui est important qui se met en place à partir de la session 3. C'est le bureau de la gouvernance, enfin la gouvernance de la Convention, qui a décidé finalement de faire 5 groupes thématiques. Se loger, se déplacer, se nourrir, consommer et produire, travailler. Chacun formé donc de 30 membres de la Convention, donc ça fait les 150, qui étaient tirés au sort. Hein, ils choisissaient pas leur thème. Ils étaient tirés au sort et affectés dans des thèmes. Donc vous avez des gens qui auraient préféré aller dans les transports parce qu'ils connaissent telle question. Ben non, ils se sont retrouvés dans se loger ou se nourrir, etc. Mais c'était un peu la règle du jeu. Et par exemple, Puech explique bien dans son livre qu'ils ont été confrontés à un vrai problème sur est-ce qu'ils allaient laisser les citoyens découvrir lentement, ça prend du temps, c'est compliqué, il faut en discuter, que finalement ces 4 thématiques étaient les grandes thématiques sur lesquelles il faut agir si on veut réduire la question des émissions. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, les transports en France, aujourd'hui, les transports, c'est 26% des émissions en France. L'industrie, c'est à peu près 30% des émissions françaises. L'agriculture, c'est 17% des émissions françaises. Le chauffage, etc., c'est dedans. Et donc, voilà. Mais, si vous voulez, donc, ils ont décidé de faire ces 5 thèmes, ces 5 groupes, en répartissant, ce qui, d'une certaine façon, était un peu un risque, parce que leur grand souci, c'était toujours que tout le monde avance ensemble, que tout le monde, finalement, ait un petit peu les choses en commun, les enjeux en commun, progressent en commun, etc. Et en divisant en 5 groupes, c'était un risque. Ils prenaient un risque. Mais en fait, les animateurs, Mission Publique et Eurogroupe Consulting, ont été, de ce point de vue-là, géniaux, franchement. Parce que il y avait dans chaque journée des moments, de longs moments de la journée, des groupes de travail distincts, c'est-à-dire dans les 5 groupes, et les gens étaient toujours dans les mêmes, mais des moments en fin de journée, pardon, où on socialisait tout ça, tout le monde échangeait, etc. Donc ça, c'est très important, parce que ça a gardé, au prix d'un effort énorme des animateurs, le côté très collectif des 150. Très collectif. Non, ça, j'ai déjà dit. Voilà, ça, je vous ai donné 2 petits trucs. Alors, c'était soit dans l'amphithéâtre du CESE, tout le monde, quand on est en assemblée plénière, où on discute des résultats de chaque groupe, etc., où il y a des
comment dire, des gens tirés au sort dans chaque groupe qui rapportent les résultats du groupe devant tout le monde, et c'est discuté, et c'est débattu, etc. Et ça, c'est une photo d'un des groupes. Là, ils étaient 30, donc ils étaient dans des salles, assis autour de tables, et il y a des moments où tout le monde travaille ensemble, les 30, mais il y a des moments où c'est divisé en petites tables de 5-6 pour voilà, discuter de différentes questions. Parce que le temps, il faut le dire, est terrible. Cette horloge-là qui fonctionnait tout le temps, de dire, il faut qu'à la fin de tel moment, on ait déjà des choses. Et donc, bon. Alors, ici, je parle des mesures. J'ai apporté, mais malheureusement, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais je vous ai apporté ici le rapport qui est sorti des citoyens. Celui qui a été adopté par les citoyens à la fin des 7 week-ends. Il y a eu d'ailleurs 2 séances de travail en Zoom au moment du Covid, mais pour ne pas perdre le contact, pour avancer, etc. Et ces mesures, alors si vous voulez, comment ça se passe? Il y a eu 140... Après, je rentrerai dans cette analyse que donne c'est une de mes thésardes. Donc, si vous voulez, je la cite parce que elle a fait ce travail en même temps qu'elle suivait elle aussi. Elle analysait les mesures en même temps qu'elle suivait la convention. Et elle distingue dans les mesures plusieurs mesures. Enfin, on peut les distinguer. J'adhère totalement. J'ai travaillé avec elle sur cette distinction. Des mesures qu'on a appelées modales, qui portent sur les modalités de mise en œuvre de propositions qui sont déjà, d'une certaine façon, largement acceptées et déjà bien connues. Parce que, si vous voulez, quand la Convention a commencé, il y a eu des réactions d'un certain nombre de gens, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'une Convention pour le climat, pour savoir quelle politique climatique? On sait quelles sont les politiques climatiques. On les sait déjà, elles sont bien connues partout. Alors quel besoin de s'embrouiller avec 150 personnes qu'on va traîner pendant des semaines, qu'il va falloir former, on ne sait pas d'où ils sortent, etc. Il y a eu énormément de réactions très négatives au début, y compris dans la presse. Pourquoi ça? Et donc ça, c'est justement les mesures connues et acceptées, comme par exemple favoriser les transports en commun, ou bien isoler les passoires thermiques, c'est-à-dire les logements qui sont pas du tout isolés, etc., et qui sont particulièrement, voilà, on a besoin particulièrement de les chauffer, etc. Et donc c'est dans les politiques de logement. Ensuite, il y a des mesures qui sont plus techniques, beaucoup plus complexes, difficiles à s'approprier pour les citoyens, mais qui sont déjà, si vous voulez, décortiquées, travaillées, etc., par les experts. Et ces 2 catégories, alors par exemple, en ce qui concerne, je prends un exemple, si je prends dans les transports, dire on va favoriser les transports en commun et on va essayer de pénaliser les voitures individuelles, c'est comme ça une grosse catégorie qui est un peu fait déjà consensus. On sait que c'est ça qu'il faut faire. Mais après, comment on fait? Comment on fait pour que les personnes qui sont, par exemple, qui ont besoin de leur voiture, absolument, commencent à s'en éloigner ou acceptent d'autres mesures, ou quand c'est impossible, comment faire quand même qu'elles réduisent? C'est-à-dire soit qu'elles passent à des transports qui ne soient pas thermiques. À partir de quand est-ce qu'on va taxer les voitures thermiques, les SUV très lourds? À partir de quand, etc. Il y a eu des discussions très longues. Moi, j'ai suivi beaucoup le groupe transport. Ce groupe transport, c'était un groupe terriblement effervescent. Il y avait des discussions sur chaque point.
C'est-à-dire, si on taxe les SUV, il y avait des gens qui disaient, mais attendez, moi j'ai un SUV, je transporte ma famille, etc., etc. Les autres disaient, ah ben oui, mais enfin, on va pas rentrer dans les détails. Un SUV émet tant, une petite voiture émet tant, donc c'est pas possible, etc. Bon, à chaque chose, il faut par exemple, à quel moment on va imposer la sortie des voitures thermiques. Est-ce que c'est en 2030? Est-ce que c'est avant? Comment est-ce qu'on favorise l'accès aux voitures électriques? Est-ce que d'un point de vue industriel, c'est facile, etc. Donc je vous donne des exemples, je ne rentre pas dans tous les débats, mais vous pouvez imaginer pour chaque chose les trucs énormes qu'il y a eu. Sur la question de la nourriture, enfin de l'agriculture, très rapidement, là c'était terrible, je dois dire, sur la nourriture, parce que voilà, vous avez toujours un certain nombre de gens qui ont des positions, si vous voulez, contre l'élevage, contre la viande, etc., qui sont extrêmes, qui sont très radicales, qui ne conviennent absolument pas aux autres. Comment trouver quand même des modus vivendi, c'est-à-dire, bon, il faut réduire notre consommation de viande, on ne va pas imposer aujourd'hui à la France entière de se passer de viande. D'ailleurs, quelle répercussion ça aurait sur un secteur économique absolument majeur qui joue un rôle très important dans la société française, qui sont les fermes agricoles, qui font de l'élevage, qui font etc., etc. Donc, toutes ces questions et ces différents ont été discutés. Donc, avec beaucoup au fur et à mesure des séances, je dirais avec un apprentissage du respect mutuel des citoyens qui était assez impressionnant, je dois dire, assez impressionnant. Oui, je vais finir. Donc, voilà. Sinon, il y a eu des mesures dites de restriction. Alors, je voudrais dire que la plupart des mesures des citoyens, elles ont été, au terme du processus, acceptées par à peu près entre 85 et 95% des citoyens. C'est-à-dire, ça n'a pas été des mesures qui ont été à 50% ou 55%. Elles ont fait un très large consensus. Ça veut dire qu'elles avaient été travaillées avant beaucoup. Évidemment, il y en a quelques-unes qui ont été renvoyées, dont, par exemple, la limitation de vitesse. La limitation de vitesse sur les autoroutes, là, elle a divisé la Convention citoyenne en deux, à peu près. Et finalement, elle a été repoussée à quelque chose comme 45%. C'est-à-dire 45% en voulaient et 55% n'en voulaient pas, de la limitation de vitesse. Alors que c'est évidemment une très bonne solution pour réduire la consommation et les émissions des voitures. Mais il y avait eu les gilets jaunes, il y avait eu peu avant cette tentative de faire baisser qui avait de 90 à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires, et tout ça, les citoyens ne voulaient pas ouvrir des boîtes de Pandore dans la France entière. Ça, il faut savoir que ça a été très... Bon, il y a une mesure fondamentale. Alors, il y a eu quelques mesures politiques très discutées, comme la réduction du temps de travail. Et là, ça a divisé aussi les citoyens, parce que il y a eu une mesure radicale qui était réduire à 28% le temps de travail, qui a été repoussée par une grande majorité des citoyens, je pense 70% des citoyens qui ont refusé, en disant on ne va pas ouvrir la voie à des difficultés économiques énormes, ça va pénaliser des entreprises, ça va, etc. Donc voilà. Par contre, je trouve que par exemple, dans le groupe Produire et Travailler, il y a eu une discussion que personnellement je trouve assez extraordinaire, mais qui est un peu passée à l'as, sur la question de la publicité. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui réduire, sinon interdire, la publicité pour les produits extrêmement émetteurs et polluants. Et de façon générale, la publicité, c'est de l'argent perdu, disaient pas mal de citoyens, parce que c'est toujours pousser à la consommation, pousser au renouvellement, pousser à
à la non-sobriété, etc. Donc, il y a eu vraiment, du point de vue des citoyens, une évolution très grande au cours de ces semaines-là. Et une discussion peut-être importante c'est une mesure fondamentale qui était de vouloir inscrire dans la Constitution le crime d'écocide, dans la Constitution française, qui a suscité des moments très intenses, qui a été prise en main par quelques citoyens, en particulier un ou deux qui se sont investis dans cette affaire, beaucoup. Il faut dire que le gouvernement, et en particulier le président de la République, a un peu joué là-dedans en disant oui, je suis d'accord pour inscrire ce truc-là. Il est venu 2 fois, il est revenu plus tard en janvier, je ne sais plus combien, 2021 je crois, après le Covid, pour dire on va accepter ça, on va faire un référendum. Et puis évidemment après il a renoncé à cela dans la période qui précédait les élections, etc. Il n'a pas voulu le faire. Et ça a été un élément qui a beaucoup, entraîné les citoyens à une attitude très anti-gouvernementale, disant voilà, on nous manipule, on nous dit qu'on va faire sans filtre, on nous dit qu'on va faire un référendum, et puis finalement on ne fait pas de référendum. Et on ne met pas non plus du sans filtre. Voilà. Bon, là je peux vous dire ça comme ça oralement. Puis, bon, j'avais deux trucs pour parler de questions plus générales, mais peut-être dans la discussion, je laisse peut-être la précédente là. Excusez-moi, je maîtrise très mal mon temps. Donc merci beaucoup Madame pour cet exposé extrêmement passionné et passionnant. Pour ouvrir les questions, moi j'avais une question sur l'expérience que vous avez relatée assez brièvement, mais qui semble très spectaculaire, de la fondation de Madame Masson-Delmotte et d'autres personnes qui ont littéralement, je crois que votre expression, c'est un coup de massue pour les citoyennes et les citoyens. Cette phrase, elle est venue d'eux-mêmes. Hein. C'est ce qu'ils ont écrit sur les post-it. Hein. On a pris un coup sur la tête. Et donc, est-ce qu'il y a une leçon à en tirer pour que ce coup de massue soit généralisé à une population supérieure à 150 personnes, même si cette population est représentative? Écoutez, je reprenne un petit peu ma voix là. Je ne sais pas, parce que évidemment que j'ai écouté Valérie Masson-Delmotte dans d'autres contextes. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, j'ai fait des débats avec elle, dans d'autres contextes citoyens, vous la connaissez vous-même. Bon, c'est vrai que c'est rarement aussi frappant que ce qui s'est passé ce jour-là. Bien sûr, il y avait une sorte de solennité, il y avait une importance, puis je crois que les citoyens, voilà, pour eux c'était soit on abandonne, on s'en fiche, quoi, finalement, ce truc-là, on a accepté de venir, mais c'était la première séance. Et il y avait un côté que décrit d'ailleurs l'article de Léo Cohen, un peu désabusé, un peu comme ça, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent de nous, etc. Et puis cet exposé, les chiffres, etc., ça a été très important, et ils se sont, je dirais, senti une responsabilité très grande. Alors voilà, c'est peut-être que ce côté cette conversion, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'est pas une conversion, mais enfin, bon, c'est ça aussi qui a fait que dans les médias, on a dit, mais voilà, ils étaient tous déjà pour le climat avant et tout. Et moi, je peux témoigner que non, vraiment, le premier jour. Il n'y a pas eu de contestation? Il y a eu des questions. C'est-à-dire, ils vont dire, ah oui, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est autre chose quand on parle... Mais d'abord, elle avait évidemment pas mal de réponses, et après, il y a eu d'autres experts qui étaient, climatologues. Parce que là, c'était des climatologues, hein, ce premier week-end. C'était que des gens des sciences du climat, des paléoclimatologues, voilà.
voilà, au bout d'un certain temps, non, il n'y avait pas beaucoup de... Non, il n'y a pas eu tellement de... Enfin, il y a eu des questions pendant 1 heure et demie, il y a eu des questions. Mais il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est levé avec un discours climato-sceptique pour la contrer, pas du tout. L'idée, c'était d'éclaircissement, de comprendre, si vous nous dites ça, mais vraiment, etc. Quoi. Voilà. Oui, ça veut dire qu'il y a une grande marge de progression pour que les gens, globalement, comprennent les enjeux du changement. Ah, mais moi, je pense qu'elle est énorme, cette marge de progression. Même si le climato-scepticisme baisse, il y a encore une marge. Mais bien sûr qu'il y a une marge. Et si vous voulez, moi, je crois aujourd'hui, par exemple, après cet été 2022 qu'on a connu, qui est quand même terrible en France, et puis on est en train de comprendre quand même que la France, c'est un pays qui est particulièrement ciblé par le changement climatique. Ce que les climatologues eux-mêmes, d'ailleurs, ne savaient pas il y a 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, on parlait de la mousson qui allait agir différemment, donc tous les pays tropicaux et entre les tropiques, des choses comme ça, les tornades, des trucs comme ça. Mais les pays tempérés, bon, il y aurait une augmentation de température. Mais là, il y a beaucoup d'éléments qui quand même commencent à être, je dirais, diffusés même par des climatologues. Je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Christophe Cassou, qui travaille particulièrement sur la région du Sud-Ouest et qui est intervenu plusieurs fois à la télévision et à la radio au cours des mois de cet été, quand il y a eu la canicule incroyable du côté du Sud-Ouest français, qui n'était pas, a priori, la région qu'on attendait, pas à ce point quand même. 40 degrés à Biarritz, 40 degrés à Brest, des feux dans les Landes incroyables, etc., où il y a une conjonction d'éléments entre des choses qui remontent du Sahara, de l'Espagne et du Portugal, d'autres courants, etc. Bon, je ne suis pas capable de vous ressaisir aujourd'hui le discours à ce propos-là, mais qui sont assez incroyables. Et bon, ben voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de marge de progression, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne suis pas sûr que ça marche. Si vous voulez parler déjà, déjà, merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'ai appris beaucoup et ça m'a aussi fait réaliser que j'aurais bien aimé participer en fait, dans la convention. Oui, je comprends. Donc, je me pose la question, là, actuellement, est-ce qu'il y a d'autres opportunités de façon, en tant que citoyen, d'essayer de contribuer à la réflexion et peut-être de réflexion par rapport aux politiques, même si ça, on a vu dans le cas de la Convention citoyenne, que ça n'a pas forcément été concrétisé, mais comment je trouve la démarche intéressante, le processus en tant que tel intéressant. Donc, bien sûr. C'est comment nous, proactivement, on peut s'engager dans une démarche. Bah, là, si vous voulez, il y a deux choses. D'une part, je n'ai pas beaucoup parlé de la façon dont ce processus s'est concrétisé et comment il va se concrétiser encore. Parce qu'on est quand même qu'au début. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi résilience climat. Pardon? D'accord, excusez-moi. D'accord. Je n'ai pas abordé la façon dont le processus s'est concrétisé après. Puisqu'il y a eu quand même, je tiens à le dire, hein, il y a quand même eu la loi climat et résilience. Donc il y a eu 147 propositions qui sont dans son rapport, qui sont extraordinaires par leur variété, leur ambition, enfin, pour beaucoup d'entre elles, hein, vraiment beaucoup. Pas toutes, bien sûr, mais vraiment beaucoup. Et le gouvernement, dans des conditions que vous pouvez imaginer, que je peux rappeler, bon, finalement, on n'a retenu que le tiers. Le tiers. Et dans ce tiers, entre la remise du rapport et la loi, ben, il y a eu des lobbies qui ont fonctionné comme des fous. Hein. Dans les ministères, maintenant, on sait comment ça s'est passé. Les journaux ont fait des enquêtes, etc., qui sont assez intéressants. Mediapart, par exemple, a publié pas particulièrement toujours enthousiaste de ce que fait Mediapart, mais ils ont fait un travail sérieux sur comment les lobbies ont investi les ministères et sur chaque point qui les gênait, voilà, on fait reculer les seuils, on fait abaisser les points, etc. Et puis, il y a des choses qui ont été carrément abandonnées. La publicité, par exemple, ça a été pratiquement abandonné. Voilà, des choses comme ça.
Mais je crois que c'est des choses qui s'accumulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie de... J'aurais pu en parler, mais je ne vais pas en parler là maintenant. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine et du débat sur la sobriété et la fin de la société d'abondance et d'insouciance dont nous parle le président de la République, eh bien, oui, il s'agit de prendre les choses au mot et de voir exactement comment ça se passe. Et je dirais, dans un papier que je viens d'écrire avec mon collègue justement allemand, mon jeune collègue allemand, sur qu'est-ce que ce boomerang de la guerre en Ukraine, comment il nous oblige à reconsidérer la question du défi climatique. Et d'une certaine façon, l'Europe n'a pas trop démérité sur cette question depuis quelques mois. C'est-à-dire, s'il y a parce que malgré tout, bien sûr, c'est très bien la souveraineté et la reterritorialisation des politiques. Malheureusement, la question climatique est une question globale. Et donc, voilà, il faut que des grands blocs à l'échelle de la géopolitique mondiale agissent. Ça, c'est un autre problème que notre convention, mais c'est aussi un problème, on ne peut pas se cloisonner non plus. Et donc, c'est vrai que pour moi, l'Europe est décisive. C'est le seul, entre guillemets, la seule béquille que nous ayons. Parce qu'elle est imparfaite, elle a fait des erreurs, etc. Visiblement, elle est en train quand même de prendre le tournant d'un Green Deal, un Green Deal commun, qui prennent au sérieux un certain nombre de questions. Et voilà, et on est au début du processus, enfin de cette réponse. Voilà, alors maintenant, pour répondre aussi à votre question sur vous, jeunes citoyens, bon, bien sûr, il y avait quelques jeunes dans cette convention, il y a eu 2 lycéens de 16 ans qui ont été tirés là, bah, c'est la chance de leur vie. Ils étaient formidables d'ailleurs, extraordinaires. Je veux dire, il y en a un, mais qui s'exprimait de façon... voilà. Mais, bien sûr, on ne va pas faire... ça ne va pas être fait comme ça pour toute la société française par groupe de 150. Hein. Ce serait trop long et trop... Mais je crois qu'il n'est pas du tout exclu, et ça, c'est en train de... Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des ONG, j'ai beaucoup fait des débats avec des gens. Il y a des groupes, si vous voulez, qui réunissent un certain nombre de gens qui veulent aller plus loin, qui veulent s'approprier les enjeux, c'est-à-dire comprendre véritablement un certain nombre de questions et être capable de devenir soi-même d'une certaine façon un peu expert, mais aussi agir vis-à-vis d'autres gens, prendre la parole, aller faire des trucs. Moi, je suis une vieille, mais je continue parce que je suis habitée par ce problème, il faut reconnaître. Hein. Je suis complètement habitée. Je pense que c'est le grand conflit de notre temps. Voilà. Et qu'aujourd'hui, mon mot d'ordre, si vous voulez, par exemple dans ce papier qui est sorti dans la revue de l'École normale Grand Continent, c'est toute politique est climatique. Aujourd'hui, toute politique est climatique. Avant, on croyait qu'on faisait des politiques qui avaient trait au climat, puis on s'occupait d'autres choses pour les grandes questions. Mais non, toute politique a des répercussions sur la question climatique. Que ce soit, évidemment, d'ailleurs vous l'avez vu là, les transports, le travail, mais les retraites aussi. Mais enfin, toutes les questions doivent être appréhendées avec cet enjeu majeur pour les 10-15 ans à venir. Parce que sinon, après, ça sera trop tard. C'est déjà très tard. Si vous voulez, j'ai pas mal discuté, et quelquefois polémiqué aussi, avec des gens du GIEC qui me fatiguaient en me disant on a 3 ans pour agir pour ceci, on a 3 ans. Comme si le monde allait s'arrêter de tourner en 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le seuil des 1,5 degrés, on ne l'aura pas. C'est impossible. On ne pourra pas le respecter. On va dépasser ça. On est plutôt sur une trajectoire de 3-4 degrés à la fin du siècle. Et évidemment, 3-4 degrés, c'est énorme, parce que vous savez que c'est la température moyenne du globe. C'est une variable complètement abstraite, cette histoire de température moyenne. Mais les continents, ça sera bien plus, parce que les océans se réchauffent très lentement. Enfin, eux,
ils ont un facteur d'inertie très grand. Et aujourd'hui, par exemple, d'après ce que disent les climatologues français, eh bien, on dit que la température moyenne de la Terre a augmenté de 1,1 degré depuis la période pré-industrielle, mais la France, c'est sans doute 1,6. Donc vous voyez, c'est déjà plus. Et parce que, voilà. Oui, alors vous avez une question hyper pointue d'abord. Pardon? J'avais d'abord une question très pointue, oui. Une deuxième plus large. Une question très pointue. Est-ce que c'était les citoyens qui choisissaient les conférenciers? Ou est-ce qu'on leur imposait? Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. On leur a imposé, certains. Enfin, on leur a imposé, on leur a proposé. Hein. Voilà. Mais ils ont demandé à avoir, par exemple, le PDG de Total. Ils ont demandé à avoir le PDG de Renault. Ils ont demandé à avoir Hulot. La première conférence, celle-là, ah non, celle-là, elle a été décidée. Bien sûr. Voilà. Il y avait beaucoup de choses décidées par la gouvernance, mais on leur explique. Et si vraiment ils avaient dit on ne veut pas écouter Valérie Masson-Delmotte, je pense que voilà, ça aurait posé un problème. Mais d'accord. Donc c'était une question. Ma deuxième question, c'était plus large, c'est-à-dire ce modèle, ça rejoint un peu ce qui a été posé tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous paraît pertinent, comment le décliner encore de manière efficace voilà, parce que malgré tout, il y a le sentiment que ces 150 personnes ne nous représentent pas. Non. Voilà, ils ont fait ces progrès magnifiques que nous parlons. Non, mais ils ne... Nous, excusez-moi, je finis, oui. Parler. Nous, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas les citoyens, c'est pas les citoyens qui votent, les citoyens qui militent, les citoyens qui cœur, etc. Voilà, donc, je m'interroge sur est-ce que c'est reproductible, comment faire en sorte que ça associe plus de monde. Alors, il y a tout le mouvement associatif qui fait un travail, mais là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un caractère un peu officiel, légal, c'est le gouvernement qui propose. Voilà, comment vous voyez, vous, et je ne suis pas sûr que ce qui est sorti de ça, ça mobilise massivement la population voilà. Oui, j'ai compris. Extérieur à nous, cette convention, on a l'impression que c'est censé être les citoyens, mais on a un peu l'impression que nous, beaucoup de citoyennes et de citoyens, c'est un peu loin, voilà. Non mais là, ça se décline largement. Je pense que c'est quelles sont les répercussions? Pour deux choses. Hein. C'est dans deux directions. La question peut être prise dans deux directions. Soit dans un autre, sur une autre question, est-ce que c'est fécond de faire réfléchir 150 citoyens tirés au sort, de les former et de les... Par exemple, on discute aujourd'hui de faire une convention citoyenne sur la loi de fin de vie, hein, de revenir sur ça. Bon, et ça c'est une chose. Et puis d'autre chose, c'est la question proprement climatique, c'est-à-dire les politiques climatiques. Là, sur la loi de fin de vie, c'est évidemment très sensible, très délicat comme problème, etc. Mais vous voyez bien que d'une certaine façon, c'est beaucoup plus étroit. C'est plus, ça sera, voilà, dans quelles conditions quelqu'un peut décider de lui-même de vouloir abréger sa vie et dans quelles conditions le personnel médical peut y souscrire ou pas, et est-ce que ça, on va respecter. Mais disons, même si les enjeux éthiques et philosophiques et humains sont majeurs, l'étendue de la question est beaucoup plus sérieuse, enfin, elle est plus étroite, quoi. Elle peut être discutée. Et elle va alimenter un comité d'éthique qui ensuite, etc. Bon, en ce qui concerne la question climatique, ce que je disais qui était un peu particulier, c'est l'étendue du mandat.
C'est comme si entre nous, moi je considère que la transition énergétique, et d'ailleurs le mot transition est un mot, vous savez, qui est extrêmement dangereux, parce que très souvent on croit que ça va être un truc très doux et très gentil, on va transiter comme ça, là, tranquillement. Eh bien non, c'est une transformation, et elle est titanesque, hein, selon moi. Elle est titanesque, c'est-à-dire qu'on a justement vu depuis 20 ans des choses sur ce problème, et c'est pas... Et je pourrais, si vous voulez, faire des comparaisons sur les illusions qui ont accompagné la transition au cours des 20 dernières années et aujourd'hui. Alors là, l'intérêt, c'est qu'il y avait beaucoup de propositions touchant beaucoup de secteurs, et voilà. Et ça donne des idées à qui? Au gouvernement, au Parlement, maintenant au nouveau Parlement, qui va discuter de la question, et j'espère proposer une loi qui va aller beaucoup plus loin que la loi climat et résilience dans les mois qui viennent. Parce que, bien sûr que vous êtes loin de cette convention-là, mais l'objectif, c'est pas que tout le monde se sente adhéré à cette convention de ces 150-là. Le problème, c'est que les gens soient concernés par les enjeux politiques qui ont été discutés et par le résultat des propositions. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils voudraient autre chose, etc. Et ça, c'est un débat général qui concerne, si vous voulez, les formes de démocratie dans lesquelles nous sommes, qui ont un peu des défauts, il faut bien le dire. Voilà, en particulier, le Parlement était souvent une chambre d'enregistrement lors des gouvernements précédents, en tout cas. Voilà, parce qu'il avait une majorité qui, voilà, acceptait toujours ce que lui donnait et discutait peu, etc. Donc, c'est un peu, c'est des enjeux un peu de démocratie politique, et c'est en cela que c'est un peu intéressant, peut-être nouveau, porteur de choses différentes. Et je comprends très bien que vous, c'est pas les 150, vous en fichez les 150. Qui serait intéressant, si la question du climat vous intéresse, c'est de regarder les propositions, qu'est-ce qu'elles ont donné, pourquoi le gouvernement n'en a repris que le tiers, qu'est-ce qu'il a écarté et pourquoi, etc. Ce gouvernement, un autre, etc. Et vous avez parlé dans une première partie de flou juridique, et puis ensuite vous avez dit qu'il y a un comité légistique avec 6 membres pour distinguer les mesures qui font partie du domaine réglementaire, article 37 de la Constitution, et celles qui font partie du domaine parlementaire, législatif, article 34. Bon, bien voilà, c'est ensuite au gouvernement, au président de la République de faire le tri, et sur les mesures qui ont été votées à la fin, il y en a très peu qui ont été adoptées d'emblée par le président de la République. Oui. La principale responsabilité vient du président de la République. Bon. Mais alors, moi, j'aurais voulu donner un exemple concret. Oui. Je ne veux pas citer la région, mais c'est une région que je connais bien, au bord de la mer. En 1940, il y avait un tramway qui passait dans une forêt qui desservait les plages. En 1960, il y avait déjà des voitures et des gens qui se rendaient en vélo, en tandem, dans ces lieux touristiques. Et maintenant, en août 2022, il y a quelques bus qui ont été rajoutés pendant la période estivale pour desservir les lieux touristiques, les plages, etc. Moi, j'ai pris de temps en temps ces bus. Ça m'est arrivé d'être tout seul dans un bus de 55 places. Voilà. Bon, et puis une autre fois, il y avait 2 autres passagers avec moi. Et alors, les parkings pour les voitures étaient archi-combles. Les gens... D'accord. En août de cette année, il y avait déjà eu des incendies en juillet, il y avait déjà des épisodes à 36, 38, etc. Donc, la prise de conscience concrète des gens est très loin. Dans les villes, à Paris, on parle des transports en commun. Il y a un Parisien sur 2 qui n'a pas de voiture, c'est simple à comprendre. Mais dans les campagnes, là, vous arrivez en voiture, et bien,
vous gardez votre voiture pour transporter la bouée, le sac de... tout ça, toutes les affaires de plage. Vous ne changez pas vos habitudes comme ça. Oui, je suis d'accord. Merci de ce témoignage. Ma question, c'est juste, est-ce que les rapports de cette commission sont disponibles quelque part ou bien Oui. ils sont enfermés Non. comme les rapports de... Ils sont en ligne. Ils sont en ligne. Ils sont enfermés dans les livres. Et là, est-ce que c'est disponible? Oui, ils sont en ligne. Ils sont en ligne, d'accord. Voilà, ils sont en ligne, absolument. Sur le site de la convention, enfin du CESE et de la Convention. Est-ce qu'on peut résumer ce que vous nous avez dit en disant que ça a été une réussite de la démocratie participative, de montrer que le peuple pouvait, quand il était informé, réfléchir, et que l'échec est complètement politique et que le résultat est l'inverse de ce qui était recherché, c'est-à-dire que, bon, c'est très beau de faire une démocratie participative, et après, ça ne sert à rien. Non, Et je suis pas donc, d'accord. ça va à l'effet inverse. Puisque personne dans le gouvernement, l'Assemblée, etc., ne va reprendre la question. Merci. Est-ce que peut-être un développement? Un autre? Non, heureusement que je ne suis pas d'accord avec vous, parce que bon, ce serait désespérant. C'est-à-dire que je suis d'accord que la mise en œuvre du projet n'est pas à la hauteur des efforts qui ont été déployés, ça c'est sûr, mais je pense que si vous voulez, l'ensemble des... y compris dans les ministères, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de hauts fonctionnaires ou tout simplement d'élèves des grandes écoles qui disent, moi, par exemple, voilà, de l'école des mines, etc., ou de l'agro, je sors de cette école, mais je sors pour justement agir autrement, etc. Donc, je pense que, voilà, si on désespère de tout, on désespère de tout. Chacun voit le monde comme il est. Moi personnellement, je reste, même si je suis lucide sur les erreurs, le timing, les lenteurs, etc., je suis persuadée que tout ce qui s'est passé autour de ce travail, des propositions qui sont disponibles, que maintenant les experts regardent, parce que les experts des ministères regardent ça encore, hein, le détail, etc., même si finalement la loi n'a retenu que... Le monde ne s'est pas arrêté avec la loi climat et résilience, ça va continuer, parce que voilà, les choses sont de plus en plus graves et on y revient. Et Macron ou un autre, je ne sais pas, j'espère Macron lui-même, parce qu'il ne faut pas attendre 5 ans, va revenir sur cette question de la planification écologique. Il a dit mon septennat, mon quinquennat, je vais m'occuper de planification écologique. Alors j'espère que les groupes à l'Assemblée, oui, vont faire pression, vont revenir dessus, et qu'on va rentrer dans le détail de tout cela. Parce qu'il y a à la fois, monsieur, vous avez raison, les gens ne changent pas de mode de vie en 5 minutes. Donc il y a à la fois des réformes structurelles à apporter, mais aussi des réformes de mode de vie. Et tout ça, voilà, si on le décrétait tout de suite, on dirait, on n'est pas en Chine. On n'est pas dans un état d'autoritarisme vert, il faut qu'il y ait la démocratie, que les gens avancent eux-mêmes, mais c'est vrai que le péril est énorme, et qu'il faut, en plus, je dis ça, mais je ne crois pas du tout que la Chine soit une véritable civilisation écologique, entendons-nous, hein. Mais il se déclare comme tel. Là, vous nous avez dit que les 150 avaient été transformés par... les 150, ça je... Ah oui. Est-ce que les experts eux-mêmes ont été transformés, peut-être moins spectaculairement, mais est-ce qu'ils ont été transformés par les 150? Est-ce que c'est un nouveau mouvement ou même, est-ce que vous avez été transformé par les 150? Non, je n'ai pas été transformé, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire que j'ai été transformé, mais d'abord...
moi, je ne suis pas une spécialiste, si vous voulez, des questions de politique climatique concrète dans un pays comme la France. Je ne sais pas très bien, enfin, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire précisément sur l'agriculture. Enfin, si vous voulez, c'est d'une complexité énorme. Hein. Et donc, voilà, je n'étais pas une spécialiste de ça, je ne le suis pas devenue. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir l'ampleur des questions qui ont été soulevées, comment elles faisaient quand même, elles donnaient une certaine cohérence au projet, etc. Bon, ça a été édulcoré, c'est vrai, par le gouvernement, c'est incontestable. Il en est quand même resté des choses. Il ne faut pas penser qu'il n'en est rien resté. Je pense que là, je m'élèverai en faux. C'est pas vrai qu'il n'en est rien resté. La loi climat et résilience, c'est quand même quelque chose. Alors, ce n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait ici, mais c'est quand même, voilà, il n'y a pas eu tellement de lois en France, tout gouvernement confondu, dans les 15 dernières années, hein, sur la question climatique. Bien sûr, la question climatique, elle devient de plus en plus prégnante, urgente, etc. Donc, c'est normal qu'il y en ait de plus en plus. Et j'espère qu'il y aura une deuxième loi très bientôt. Je ne sais pas si c'est vraiment une question ou un commentaire. Oui. Mais en vous écoutant, ma première réaction quand vous dites qu'il y a eu un grand choc après la première session, c'est que ce que ça montre, c'est à quel point la science est mal comprise du pays. Ça, c'est vrai. La plupart des gens sont complètement ignares, ou très ignares. Et donc, dans un cas comme le climat, où effectivement c'est la science qui a sorti ce problème, puisqu'on ne le sent pas tous les jours, eh bien, pour beaucoup de gens, ça reste quelque chose d'ésotérique qu'on comprend mal. Hein. Donc ça, c'est très bête. Alors, vous avez donné ensuite un exemple excellent de savoir comment mettre en place un processus de démocratie participative. Moi, je trouve qu'il a été tout à fait bien fait et qu'il pourrait servir certainement de modèle dans des tas d'autres problèmes, tels qu'inciter la fin de vie, par exemple. Et alors là, ça m'amène à mon deuxième point, c'est-à-dire que le problème du climat, il a été soulevé par les scientifiques, mais dans la façon dont vous avez présenté, ensuite, la science a été totalement absente. Hein, c'est-à-dire que dans les propositions telles que vous présentez, ça a été pris comme des solutions qui ont été apportées par d'autres, mais on ne sent plus du tout aucun débat scientifique dans toute la deuxième partie. Donc je ne sais pas s'il y a eu vraiment des débats scientifiques ou non, mais apparemment, tel que vous le racontez, et tel que je l'ai ressenti, eh bien, à partir du moment où les gens avaient compris qu'il y avait un problème, ils ont discuté des solutions, mais pas du tout avec un point de vue scientifique. Mais peut-être je me trompe. Non, dans l'ensemble, non, vous ne vous trompez pas vraiment. Si, c'est arrivé, par exemple, qu'il y a eu des discussions sur les relations entre biodiversité et climat, sur, par exemple, dans le groupe Se Nourrir, qui parlait d'agriculture ou d'occupation des sols, il y a eu des discussions qui étaient assez scientifiques, enfin, en tout cas, où des experts scientifiques sont venus parler, en particulier, par exemple, sur les forêts, la façon dont il fallait gérer les forêts en France. Est-ce qu'on pouvait, par exemple, prendre le bois pour faire du bois de chauffage? C'est parce que c'était mieux déjà que le charbon, etc. Mais finalement, il fallait les experts de ce domaine se sont exprimés sur les dangers aussi d'aller trop loin là-dedans, quel type de bois pouvait être pris, comment il faut entretenir certes les forêts et donc les nettoyer, ça donne du petit bois, ça donne des choses, mais qu'on ne peut pas penser qu'on plante des forêts pour faire du bois de chauffage parce que ça réduit la biodiversité des forêts à des types de bois qui poussent rapidement, etc. Bon, toutes ces questions, oui. Ça a été des moments où il y a eu des vraies discussions scientifiques sur ça, par exemple, ou bien sur... je sais pas, il y a eu des moments où véritablement... Mais vous savez, les politiques climatiques, c'est pas forcément discuter tout le temps de comment l'effet de serre... parce que les sciences... Moi, je viens des sciences. Je veux dire, on va pas discuter de comment les nuages... voilà, parce que les véritables questions de la modélisation du climat, c'est des questions qui sont complexes. Les modèles du climat progressent, mais de façon...
il progresse de façon, enfin, maintenant d'ailleurs lente, plus lente, parce qu'on sait beaucoup de choses, et on fait des programmes d'intercomparaison des modèles pour être sûr des prévisions que l'on a, etc. Mais bon, il y a un certain nombre de questions qui sont là, et voilà, on va pas, il faut déjà, voilà, le problème maintenant, il est suffisamment élucidé d'un point de vue scientifique pour justement, et je crois que justement, si vous voulez, pendant très longtemps, le GIEC a eu le tort de considérer, à mon avis, hein, je ne sais pas si, enfin, j'ai eu l'occasion d'en parler assez souvent, y compris avec Valérie, à considérer chaque fois, par exemple, dans la gouvernance climatique mondiale, parce que la gouvernance climatique mondiale, ça fait 26 ans, puisqu'on en est à la COP 26, que chaque année, on discute voilà, du rapport du GIEC, etc., et des politiques à faire. Et à chaque fois que les gens n'étaient pas d'accord sur les politiques à faire, on disait ils n'ont pas assez compris la science. On réexplique la science. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout le problème. Et il y a quand même un gap entre l'alerte scientifique et le diagnostic des scientifiques et puis les politiques climatiques à avoir. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous contestez ou que vous acceptez l'effet de serre dans certaines ou bien la façon dont l'océan absorbe la chaleur, restitue la chaleur plus lentement, etc., que vous allez être forcément d'accord sur telle ou telle politique climatique à mettre en œuvre pour réduire les émissions. Oui, mais c'est quand même la première étape. Mais bien sûr, c'est la première étape, c'est pour ça que je vous dis. Dans les 149 propositions, est-ce qu'il y a des propositions justement sur la mise à niveau de la population française? Oui, il y a sur l'éducation. Il y a sur l'éducation, sur faire rentrer la formation de la question climatique, enfin l'instruction sur la question climatique d'abord l'école primaire et puis le collège de façon systématique. Oui, ça c'est dit. Il n'est pas possible d'arriver au terme d'une formation secondaire et d'ignorer un problème aussi majeur que cela, etc. Oui. Bon, peut-être une dernière question. Oui, bonsoir. Ne pensez-vous pas que les citoyens ont le droit d'être un peu sceptiques concernant toutes ces politiques qui sont très intéressantes par ailleurs, hein, et qui sont nécessaires, quand ils voient qu'une guerre ou plusieurs guerres réduisent à néant tous les efforts, et qu'on va polluer pour 10 ans, 20 ans, on va reculer de plusieurs années. Oui, alors, à quoi ça sert tout ça, finalement? Puisque une guerre suffit à détruire tout ce qu'on a fait. Et pour longtemps. Et la guerre, elle est pas finie. Oui, je suis d'accord. Que voulez-vous que je vous réponde? Rien. Il n'y a rien à répondre à ça. Sauf que la question, par exemple, moi, oui, j'appelle à mon modeste niveau, hein, je ne suis pas non plus, voilà, des discours churchilliens, d'utiliser, si vous voulez, cette conjoncture dans laquelle nous sommes, du fait d'ailleurs quand même de la guerre de Poutine contre l'Ukraine, et de cette façon voilà, quand on voit les destructions, les sols, comment ils sont laissés, tout ce que vous dites, d'utiliser aussi cette conjoncture pour faire un tournant de sobriété, de sortie des fossiles, parce que le fait c'est qu'on n'est pas sorti, on n'a pas posé le problème de la sortie des énergies fossiles pendant 15-20 ans. C'est-à-dire, on a parlé du climat, on essayait de convaincre les gens, mais jamais on a discuté de comment est-ce qu'on allait sortir des fossiles. Comment? Parce que, voilà, les Allemands, ils sont bien gentils, mais ils ont voulu sortir du nucléaire, mais ils se sont quand même coquinés au gaz russe de façon incroyable. Et maintenant, voilà, c'est quand même un piège dans lequel nous sommes. Bon, nous les Français, on était très contents parce qu'on avait le nucléaire, mais en fait le nucléaire, d'abord, bon, il a quelques défauts, même si, bon, mais surtout, on l'a pas entretenu, la moitié des centrales ne fonctionnent pas, aujourd'hui, parce qu'elles sont mal entretenues et qu'elles sont il y a des problèmes de
de matériaux de corrosion, etc. Et puis surtout, si nous sommes véritablement dans une trajectoire climatique de sécheresse et de hausse des températures, nous n'aurons pas assez d'eau pour refroidir les centrales nucléaires. C'est ça le problème majeur. Surtout si elles explosent. Mais oui, c'est terrible. Et ouais, bon, vous ne pouvez pas espérer que je vais vous donner la solution miracle, hein. Donc je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein. Merci beaucoup pour cette... Ce que je suis épuisée là.